Bonjour et bienvenue dans Epion, les voix du bien-être. Je m'appelle Amira Garbi et dans ce podcast, je vous fais découvrir des clés et outils pour cheminer vers votre bien-être personnel de manière globale et harmonieuse. Ici, je donne la parole à des praticiens, thérapeutes, chercheurs, écrivains qui font bouger les lignes du bien-être en proposant des approches et des outils innovants pour prendre soin de soi au quotidien. Ce podcast n'a aucune prétention médicale. Il est juste informatif. Pensez à demander l'avis de votre médecin si cela est nécessaire. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour cette rentrée et j'espère que votre été a été ressourçant. Pour ouvrir cette nouvelle saison, j'ai la joie d'accueillir Christian Junot, économiste, ancien banquier suisse et aujourd'hui expert reconnu de la relation à l'argent dans toute la francophonie. Nous explorons ensemble un sujet aussi fascinant que parfois inconfortable. L'abondance, la richesse et notre rapport à l'argent. Des thèmes essentiels qui influencent profondément notre bien-être et notre épanouissement. Avec Christian Junot, nous parlons de ce que signifie vraiment l'abondance, de ses caractéristiques et de la manière dont un état d'esprit abondant peut transformer notre vie et la rendre riche à bien des niveaux. Vous découvrirez comment l'estime de soi, la gratitude, la libération de croyances limitantes peuvent changer notre relation à l'argent et à nous-mêmes. Un épisode inspirant qui vous donnera envie de déployer vos ailes et de redevenir pleinement acteur de votre vie. Très belle écoute à tous. Bonjour Christian. Bonjour Amira. Christian, je suis très heureuse d'échanger avec toi aujourd'hui. Merci d'être là avec moi et avec nous. Avec grand plaisir. Merci de ton invitation aussi, ça me touche. Avec plaisir. Aujourd'hui, Christian, on va se parler d'un sujet aussi fascinant qu'intriguant. C'est le sujet de l'abondance, dont tu es un expert. On va en parler tout au long de cette heure ensemble. Mais avant ça, Christian, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, pour ceux et celles qui nous écoutent, te présenter et nous expliquer un peu ton lien avec ce sujet ? Oui, volontiers. Alors, je suis économiste de formation. J'ai travaillé 27 ans dans une très grosse banque, dont 17 ans comme conseiller, 23 ans dans une grosse banque, dont 17 ans comme conseiller en placement financier. Donc, moi, j'ai eu affaire à ceux qui avaient clairement plus d'argent que la moyenne. En 2009, j'étais licencié suite à la fameuse crise des subprimes. Et puis, j'ai décidé que j'allais faire plus que ce que j'aimais, soit accompagner les êtres humains, même si à l'époque, j'étais très bien formé en communication violente, j'étais formé aux approches systémiques, j'avais pas mal de... Ça faisait des années, une dizaine d'années que je faisais toutes sortes de cours et de formations sur mes vacances et mes week-ends, sur des approches humaines. Et ma passion était vraiment là et j'ai décidé d'en faire un métier. Et la relation à l'argent est venue un peu par hasard parce que j'avais connu un gars qui s'appelle Peter Koenig en 2006, qui a fait des années de recherche sur la relation à l'argent. Et puis, j'étais son organisateur de 2007 à 2010. Et puis, après, en 2010, alors que j'étais indépendant, il m'a dit, Christian, tu peux aussi le faire. Donc, ce n'était pas prévu du tout à mon programme. Et très vite, j'ai pu observer que quand j'animais sur le rapport à l'argent, il y avait quelque chose qui était différent. J'avais une vibration différente des autres thèmes. Et j'ai compris que c'est là que j'étais appelé. Alors, tu as parlé tout à l'heure d'abondance. Pour moi, l'abondance, c'est beaucoup, beaucoup plus vaste qu'une question d'argent. L'argent est une des parties, je dirais, de l'abondance, mais on aura l'occasion d'y revenir. Et pour terminer, peut-être, j'ai écrit et coécrit 5 livres, dont Ce que l'argent dit de vous, qui est vraiment le best-seller, je dirais mon best-seller sur ce thème-là. Merci pour cette introduction. Alors justement, on va entrer tout de suite dans le vif du sujet. C'est quoi ta définition de l'abondance ? Et tu l'as dit en préambule, ça ne se réduit pas à l'argent. Qu'est-ce que c'est que l'abondance, Christian ? Pour moi, l'abondance, c'est avant tout et déjà un état d'esprit. C'est-à-dire que c'est une manière d'appréhender la vie, le regard que j'ai sur ma vie et le ressenti que j'ai sur ce que je vis. On a une expression française qui décrit merveilleusement ça. On parle du verre à moitié plein, du verre à moitié vide. Pour moi, le verre à moitié plein, c'est un esprit d'abondance. Le verre à moitié vide, c'est un esprit de pénurie, un esprit de manque. Donc, autrement dit, on pourrait théoriquement, parce que c'est jamais exactement la même chose, mais théoriquement, on pourrait avoir la même vie et un a l'impression qu'il a une vie magnifique et l'autre a l'impression qu'il a une vie de merde. Excuse-moi du terme, mais c'est un peu le truc, tu vois. Et c'est pour ça que pour moi, j'ai vraiment vu avec le temps
que l'esprit d'abondance, être dans l'abondance, c'est beaucoup plus un état d'esprit qu'une réalité matérielle. Parce que, comme je t'ai dit, en tant que banquier, ancien conseiller en placement, j'ai vu des gens dans des situations financières très aisées, vivre dans des magnifiques maisons et tout, et dans un esprit de manque permanent. Ne pas être heureux du tout, ne pas avoir de reconnaissance pour ce qu'ils ont. Donc, pour moi, c'est avant tout un état d'esprit, avant que ce soit quoi que ce soit dans la matière. Donc cette abondance, elle peut être matérielle, mais elle peut être émotionnelle, elle peut être physique, elle peut être spirituelle, elle est vaste. Alors, je dirais émotionnel, c'est plus l'émotion qui me fait voir l'abondance, je dirais, quand je suis dans la joie, dans la gratitude, mais simplement, elle est autant dans le visible, dans le matériel, effectivement, ça peut être de l'argent, ça peut être, j'habite un magnifique lieu de vie, d'avoir des lits confortables, ou des meubles qui te plaisent, je sais pas, des œuvres d'art, quel que soit le prix, hein, d'ailleurs, dans lequel tu te sens bien et tout ça. Mais c'est aussi, pour moi, l'abondance, c'est la qualité des relations que j'ai avec mon épouse, avec mes enfants, avec mes amis, avec mes collaborateurs, mes fournisseurs. C'est aussi tout l'amour qui circule dans ma vie, de plein de manières différentes aussi. Pour moi, c'est aussi et beaucoup ça, parce que je pense que c'est beaucoup cette partie intangible qui fait plus de différence. Tu vois, tu peux encore une fois vivre dans un magnifique lieu, être multimillionnaire. S'il n'y a pas d'amour qui circule dans ta vie, il y a peu de chances que tu sois dans la joie et la gratitude. Qu'est-ce qui va déterminer justement cet état d'esprit? Est-ce que notre éducation, notre culture, nos croyances vont façonner plutôt un état d'esprit d'abondance? Alors, oui, je pense qu'il y a différentes choses. Il y a déjà la culture familiale, la culture familiale dans laquelle on a baigné. Est-ce qu'on avait tendance à se dire des choses positives ou est-ce qu'au contraire, on avait plutôt tendance à montrer du doigt quand quelque chose n'était pas comme à la hauteur, tu vois? T'imagines pas le nombre de personnes que j'ai dans mes ateliers qui disent, quand je ramenais un 18 sur 20, on me disait pourquoi t'as pas fait 20, tu vois? C'est typique de l'esprit de manque, tu vois? Donc, plutôt que dans l'esprit de gratitude, dis waouh, bravo, c'est super et tout. Et puis après, on peut tellement voir ce qu'il y a peut-être potentiellement manqué pour avoir un 20, mais tu pars déjà dans la gratitude et la joie de ce qui est déjà là. Donc, effectivement, déjà, il y a déjà ça au départ. Après, il y a le fonctionnement de notre cerveau également. C'est-à-dire que notre cerveau est là pour nous maintenir en vie, surtout le cerveau plus ancien, hein, reptilien et autres, pour nous maintenir en vie. Autrement dit, à chercher le danger, à voir le danger pour qu'on puisse s'en prémunir et rester en vie. Donc déjà par notre fonctionnement, on a tendance naturellement à voir là où il y a des dangers potentiels, et on verra qu'il y a un piège derrière aujourd'hui, plutôt que là de voir tout ce qui va bien. Notre cerveau, si tout va bien, il s'en fout, hein, quelque part. Hein. Je dirais, après, on peut parler le cerveau, il y a l'ego derrière, mais d'un fonctionnement, mais il s'en fout que tout aille bien ou pas. Et il y a ce truc-là vraiment de il faut être vigilant, il faut être vigilant à tout prix. Et pourquoi je dis que c'est un piège? Parce que ce que je vois aujourd'hui et ce que des études montrent, c'est qu'au moins 95% des peurs que nous avons ne sont pas des peurs en lien avec une réalité immédiate. Ce sont en lien avec des histoires qu'on se raconte qui créent de la peur. Tu vois, et je prends un exemple, quand mes enfants étaient, je dirais, entre l'adolescence et jeune adulte, qui sortaient le soir, si tu as pu devais rentrer à une certaine heure, supposons à 23 heures, et puis qu'à 23h15, ils n'étaient pas là, je n'étais pas en train de me dire, ah, ils sont en train de s'éclater, ils ont oublié l'heure. J'étais en train d'imaginer le pire qui ait pu arriver, tu vois. Donc, on voit ce côté automatique qui se fait là-dedans. Donc là, c'est effectivement un autre piège qui fait qu'on a à contrer, autrement dit, dans le sens de mettre en place de nouvelles habitudes là où notre cerveau nous amène, je dirais, naturellement à aller voir le négatif. Et après, pour terminer, je trouve que même culturellement, il y a aussi quelque chose de cet ordre-là. Je prends l'exemple de la France, en l'occurrence, même si moi j'habite en Suisse, mais de la France, je trouve que la France est dans un état d'esprit de manque globalement. On a tendance à voir tout ce qui ne va pas, à râler sur plutôt que voir tout ce qui est déjà là. Et Dieu sait s'il y a des choses qui sont déjà là, qui sont incroyables, que ce soit même en termes d'aide sociale et autres par rapport à la Suisse, c'est juste, mais il n'y a rien à comparer, tellement il y a beaucoup plus de choses en France. À tort ou à raison, je ne mets pas de jugement là-dessus. Mais c'est comme si les personnes, naturellement, voyaient ce qui n'allait pas et allaient râler là-dessus. Alors, c'est en tout cas, ce que je perçois, qui est aussi différent. Donc, tout ça pour te dire qu'on est baigné dans différents milieux, et même au niveau professionnel aussi, on va voir que dans certaines entreprises et autres, on va être dans la gratitude, on va être au contraire toujours à voir ce qui va pas bien. Là aussi, on a aussi influencé là-dedans, mais énergétiquement, tout ça a une incidence, a une influence sur ce qu'on vit.
Et qu'est-ce que ça change justement dans notre quotidien, dans nos choix, d'être plutôt dans un état d'esprit d'abondance versus, t'en as un peu parlé, dans cet état d'esprit de manque, de peur, d'insécurité? Qu'est-ce que ça change concrètement dans notre quotidien et notre bien-être global en fait? Ben, justement, c'est là où on vient au niveau des émotions, tu en parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que quand on est dans un esprit de manque, ça veut dire que la peur est bien présente. C'est la peur souvent qui est là, et les frustrations, la peur, donc c'est un niveau d'énergie quand même plutôt bas. Et encore une fois, la peur a toute sa place, mais elle a sa place quand il y a un danger réel, là tout de suite. Et c'est important de voir que la peur est utile si effectivement un danger qui arrive, un camion qui m'arrive dessus, oui, la peur est utile. Mais le reste du temps, qui est juste le fruit de mes pensées, la peur a aucune utilité, elle me fait plus de mal qu'elle me fait de bien, elle ne me sert à rien si on veut, hein. Donc on est des énergies basses et des émotions plutôt inconfortables à vivre. Alors que dans un esprit de gratitude, ben, on est beaucoup dans la notion de joie, d'émerveillement, de reconnaissance. T'imagines pas le nombre de fois avec mon épouse qu'on dit, mais oh, quel bonheur, quelle chance d'habiter un lieu pareil. J'ai des montagnes enneigées là où je suis, autour de chez moi, enfin, plein de nature et tout. Donc, on n'arrête pas de se le dire, quoi. Et pourtant, on peut se dire, ouais, c'est bon, on se l'a dit une fois, c'est bon. Non, on ressent, mais on ressent intérieurement, tu vois, cette sorte de plénitude, de quelque chose qui nous relie à ce plus grand, à cette nature, ce qui est, je pense, bien plus facile quand on habite en campagne, quand on habite au centre d'une ville, probablement. Mais ce qui fait que cette connexion à ce plus grand, à cet émerveillement, fait que ça crée de la joie, ça crée des énergies positives et ça crée une vibration différente également. C'est quoi justement, toi, les croyances les plus courantes de manque que tu aies vues dans des ateliers de ton expérience? C'est quoi ce qui revient le plus souvent et qui alimente ce manque justement? Alors, je dirais le manque, principalement, il est vis-à-vis de soi. Il est vis-à-vis de soi, c'est-à-dire qui est le je ne suis pas assez. Après, on met quelques petits points et chacun pourra ajouter tout ce qu'il a tendance à ajouter, à se raconter, autrement dit. C'est-à-dire que moi-même, j'étais très fort dans un esprit de manque, y compris sur l'aspect financier, ou particulièrement sur l'aspect financier, mais pas que. Alors que j'avais d'excellents revenus, je ne manquais absolument pas d'argent, mais j'avais un état d'esprit de manque, ce qui fait que j'étais extrêmement jugeant avec moi-même. Tu vois, j'étais jamais assez quelque chose, jamais assez ça, assez confiant, assez bien formé, assez... Voilà. Et quelque part, j'étais moi-même mon pire ennemi, en quelque sorte, mon propre juge, mon propre bourreau, et je me faisais du mal. Et si tu veux, ça, c'est quand même quelque chose que je vois souvent, c'est les personnes qui ont un regard sur elles-mêmes, qui manquent d'amour, qui manquent de bienveillance. Et c'est fascinant de voir à quel point nous avons de la facilité à être plus positif envers les autres qu'envers nous-mêmes, quoi. C'est comme si on n'arrivait pas à se voir au même endroit, au même niveau que les autres, qu'on a un regard différent. Je dis souvent, si je parlais à mes amis comme je me parle avec moi-même, je me suis parlé avec moi-même bien trop souvent, il y a longtemps que je n'aurais plus d'amis. Tu vois, c'est parce que quelque part, il y a beaucoup plus de jugement qu'autre chose. Heureusement, avec le temps, tout ça a évolué, mais ça peut encore être là parfois. Et donc, est-ce que ça implique justement, quand on est dur avec soi-même, qu'on n'est pas digne de recevoir également et que quelque part, ça va impacter notre abondance future? Oui, alors quelque part, c'est sûr que si on met en avant ce qu'on n'est pas assez, ça nous dévalorise. Et dès le moment où on se dévalorise, on parle du manque d'estime de soi. Le manque d'estime de soi, c'est le manque de valeur qu'on se donne. Donc, inévitablement, ça amènera une difficulté à demander des augmentations de salaire, à se valoriser justement, à oser recevoir sous toutes ses formes, mais y compris l'amour, hein, y compris des mots positifs, parce que je vois à quel point euh, je, les mots positifs sont difficiles à entendre pour beaucoup de personnes, qui d'ailleurs en général les minimisent, ou tu vois, ou même que tu remercies quelqu'un pour un service, et que la réponse on dit de rien, c'est normal. Ou c'est rien, oui, oui. Voilà. Et je dis, bah non, si c'était rien, je ne te l'aurais pas dit. Tu vois, et j'insiste parce que je n'accepte pas, quelque part, que on ne veut juste pas entendre le cadeau que j'ai envie d'amener. Après, la personne fait ce qu'elle veut. Mais quelque part, je dis, non, juste que tu puisses entendre que pour moi, ça a de l'importance, ça a de la valeur. Autrement, je ne te le dirais pas. Et c'est vraiment une manière de permettre à la personne de dire, ah ouais, quand même, tu vois, plutôt que de... ben, ça fait du bien à personne, je veux dire, de se raconter ce genre de choses-là. Le monde ne peut pas aller mieux si on continue de fonctionner comme ça. Ça, c'est vraiment intéressant et ça me fait penser à ce que tu disais sur la culture au début. C'est vrai qu'il y a, en fonction des pays, il y a cette tendance aussi à faut pas trop se mettre en avant, faut pas trop se valoriser, c'est prétentieux, donc c'est pas bien. Et là, la façon dont tu l'exposes, c'est aussi valoriser la personne qui me fait le compliment. Oui, mais bien sûr. Mais si tu veux, hein,
tu vois, l'idée du cadeau, un cadeau a de la valeur que s'il est reçu. Hmm. Voilà, et c'est pour ça que c'est. Et à un moment donné, si le cadeau est pleinement reçu, on ne sait même plus qui a donné le cadeau et qui l'a reçu, tellement il y a quelque chose qui est que les deux grandissent, ça fait du bien aux deux personnes. Mais simplement, il y a encore beaucoup de personnes qui ont de la difficulté à avoir des cadeaux. Et d'ailleurs, par rapport à ça, dans mes ateliers, souvent, je fais travailler aux personnes d'accueillir en elles. Je travaille beaucoup sur les parts de soi, hein, celles perçues comme négatives ou celles perçues comme positives. Et quand je leur dis d'accueillir le cadeau de la vie, de qui ils sont, mais le nombre de personnes à qui ça ne peut juste pas sortir de la bouche, ça reste coincé dans la gorge ou qui se mettent à pleurer tellement c'est inconcevable de s'imaginer comme un cadeau de la vie. Mais si à l'inverse, je fais travailler une part perçue comme négative, je suis un problème, une source de conflit, une charge, alors là, il n'y a aucun problème souvent. Mais alors, le cadeau de la vie, c'est comme pas possible, pas imaginable. Donc, ça montre encore une fois la difficulté que nous avons à nous voir comme des êtres merveilleux, nous sommes tous, sans avoir besoin d'être parfaits pour ça. Donc l'abondance, ça vient de l'intérieur. Et toi, tu as écrit cette phrase dans un de tes ouvrages, l'être est la priorité, il prend toujours le pas sur le faire. Pourquoi ça doit Alors, venir de soi, justement? parce que si tu veux, dans le faire peut être fait justement, c'est le cas de le dire, avec différentes énergies. Je le fais, mais j'ai aucune envie de le faire, donc l'énergie n'est pas très porteuse. Je le fais parce qu'il faut, je dois, tu vois. Ou bien je le fais parce que j'ai choisi de le faire. J'ai choisi de le faire en conscience et potentiellement même avec plaisir. Donc, si tu veux, dès le moment où le faire est toujours coloré de l'être en quelque sorte. Et c'est pour ça que c'est la différence entre les personnes qui ont la chance d'avoir, enfin la chance, c'est une chance qui se provoque évidemment, hein, mais malgré tout, d'avoir une activité professionnelle qui leur plaît. En général, on va au travail avec le sourire. On a souvent le sourire. Et moi, quand je vais dans un commerce, j'aime être reçu par quelqu'un qui a le sourire parce qu'elle aime ce qu'elle fait, plutôt que quelqu'un qui tire la gueule parce qu'il n'attend pas le moment que ça se termine. Et je ne juge pas la personne qui tire la gueule, je le regrette profondément. Donc, tu vois, dans le faire, c'est toujours coloré d'une énergie et qui est notre énergie intérieure. Et donc, ça parle de nous, de l'être. Et c'est pour ça que très souvent, on ne prend pas conscience, souvent je dis avant de passer à l'action, avant de faire un accompagnement, avant de faire un téléphone de prospection, je ne sais quoi, mettez-vous dans un état intérieur de joie, positif, de quelque chose comme ça, plutôt que ne pas être conscient de dans quelle énergie j'arrive, parce que ça a une incidence dans ce qui se passe dans toute relation. Et est-ce que du coup on peut se reprogrammer et transformer justement cet état d'esprit pour passer d'un état d'esprit de manque à d'abondance? Est-ce que tu penses qu'on peut vraiment se reprogrammer? Heureusement, oui, hein, parce qu'autrement, c'est dramatique. Puis en tout cas, je suis un exemple parmi d'autres, effectivement, comme je dis, qui était très fort dans l'esprit de manque. Alors, par contre, j'ai envie de dire, il y a du job, quoi. Ça se fait pas en un claquement de doigts, en règle générale. En tout cas, je n'ai jamais connu personne qui a pu le faire comme ça. Un coup de baguette magique, puis ça change. Ça veut dire que ça demande de l'attention, ne pas laisser nos pensées négatives nous envahir. Ça demande de l'attention sur nos états émotionnels. J'ai tellement agi à partir de la peur pendant des dizaines d'années sans en être conscient. Donc, au moment où je suis conscient qu'il y a de la peur aujourd'hui, je peux m'en occuper. Et puis, pour faire en sorte que cette peur ne m'envahisse pas et ne dure pas plus longtemps que nécessaire. Et ça, donc, ça demande déjà cette vigilance-là. Et ça demande aussi de prendre l'habitude de nommer tout ce qui va bien également dans sa vie. Parce que, si tu veux, une des choses qui pour moi est, je dirais, est un couple abondance, j'appelle ça moi, la dictature de la normalité. On pense que c'est normal d'avoir 3 repas par jour, c'est normal d'avoir un toit, c'est normal d'avoir un Wi-Fi ou un téléphone ou un ordinateur pour nous écouter. Ici, par exemple, c'est normal d'avoir du gaz, de l'électricité, de l'eau potable, etc., etc., etc. Je peux nommer encore les choses, un certain nombre de choses. Tout ça paraît normal. Ben non, sur Terre, il y a des milliards, j'ai bien dit des milliards de personnes qui n'ont pas tout ça, ne serait-ce que l'eau potable, et qui n'ont pas effectivement 3 repas par jour, qui ne sont pas en santé, etc. Donc, c'est pas normal, c'est déjà quelque chose de merveilleux d'avoir tout ça. Et rien que pour ça, on prend de la gratitude. Chaque matin, on pourrait se réveiller et de la gratitude. Pourquoi? Parce que la vie vient de nous offrir un jour supplémentaire. C'est merveilleux, parce qu'un jour, on sait que ça cessera. Et ce jour supplémentaire, c'est un nouveau cadeau que la vie m'offre, et chaque matin, il y a un nouveau cadeau qui débute. Donc, tu vois, c'est encore une fois, quel regard on choisit de poser? Et peut-être juste pour compléter ça, et ça donnera une idée d'exercice très concret,
c'est Tal Ben-Shahar qui a créé la chaire sur le bonheur à l'université de Harvard il y a des années, et qui est un scientifique très pointu, et qui a écrit des livres. Et dans un de ses livres, il explique qu'il y a plein de petites choses qui font une vraie différence dans la vie. Et ils ont pris 2 groupes d'étudiants et ils ont fait faire un questionnaire sur leur niveau de bonheur, de bien-être, etc. Un questionnaire. Et à un groupe d'étudiants, ils leur ont dit, vous allez continuer de vivre comme avant. Et puis à l'autre groupe d'étudiants, ils leur ont dit, vous allez chaque jour, en fin de journée, avant de vous endormir, noter 3 choses pour lesquelles vous avez de la gratitude. Mais ce qui est important, c'est que sur les 3 choses, il y a 2 choses pour lesquelles vous avez été acteur et moteur de ça. Tu vois, c'est pas juste, je lève la tête, il y a un beau coucher de soleil, ou il y a un renard qui passe, c'est j'ai de la gratitude parce qu'aujourd'hui, tiens, je suis allé faire un jogging, j'ai pris soin de moi. Ou que j'ai de la gratitude parce qu'aujourd'hui, je me suis fait une belle assiette de légumes et j'ai aussi, ça peut être ça. Mais peut-être que j'ai de la gratitude parce que je suis monté sur la colline. Là, il y avait une belle vue pour un coucher de soleil. Donc là, j'ai fait une action pour qu'il se passe quelque chose de positif pour moi. Donc, il y avait au moins 2 choses de lesquelles nous étions acteurs. Et il disait, au bout de 3 mois, ils ont refait le questionnaire pour les deux groupes d'étudiants. Il y avait des différences très sensibles, y compris au niveau de la santé, au niveau du bien-être, au niveau du ressenti de bonheur, avec un exercice aussi simple que ça. Donc ça fait déjà partie de reprogrammer, de prendre un temps en conscience de voir les choses positives. Des fois, dans mes ateliers, je propose aux personnes d'aller voir de nommer leurs richesses intérieures, tout notre savoir-être, notre savoir-faire. Je dis ça, vous pouvez perdre tous vos meubles, votre ordinateur, mais ça c'est à l'intérieur de vous, on ne pourra pas vous le prendre. Et juste de le nommer, de l'écrire et après de le partager avec d'autres personnes, ça fait tellement de bien à chacun et c'est reconnaître ce qui est déjà là. Et on peut y aller, hein, on peut lister si on est honnête. Ça permet d'être 100%, avoir le niveau de 100%, qu'on puisse reconnaître cette qualité-là ou ce savoir-faire, tu vois. Je peux dire que je parle anglais et allemand, même si je parle moyennement, mais je me débrouille. Je n'ai pas besoin de parler ça parfaitement pour pouvoir dire oui, c'est quelque chose, c'est un savoir-faire que j'ai. Tu vois, donc c'est encore une fois cette gratitude, et moi je le vois vraiment, je dirais la gratitude pour moi c'est l'instrument de l'esprit d'abondance. Et moi mon mot que j'utilise tellement de fois sur une journée, c'est merci. Et je l'utilise quand je suis tout seul, hein, pas seulement merci aux autres, c'est merci à la vie, merci ce matin j'ai observé une dizaine de rapaces au-dessus d'un champ, c'était tellement beau, j'ai de la gratitude pour ça aussi, tu vois, c'est tous ces petits moments où on s'arrête, on prend le temps d'observer, d'apprécier, qui font une vraie différence. Ouais, merci de partager ça. Merci, justement, parce que c'est vrai que ça démarre d'une décision. Et là, tu parlais du merci et je pensais justement aux travaux de Robert Emmons qui a beaucoup écrit sur la gratitude et qui dit « Le merci, c'est avant tout un cadeau à soi avant d'être un cadeau pour l'autre. » Parce qu'on met l'attention sur ce qui est positif et donc ça nous fait revivre tout ça et donc quelque part, on se fait du bien en fait. Et souvent, on ne le voit pas du tout comme ça. Parce qu'on se dit, vrai. Dire merci, c'est aussi un acte, surtout en entreprise, parfois on se dit merci, c'est un acte de faiblesse, ou pourquoi telle personne me dit merci, qu'est-ce qu'elle va me demander en retour. Donc on a l'impression que le merci est lourd d'un échange. Oui, ben ça montre effectivement qu'il y a certaines personnes pour qui c'est difficile de recevoir un merci, ou qu'il y a une forme de méfiance. Enfin, moi j'ai une épouse qui était plus élevée dans une culture de... Il faut se méfier des gens qui vous disent des compliments. Comment chez quelqu'un qui dit facilement des compliments, c'était un peu compliqué au début. J'ai l'impression que c'était pas reçu, tu vois, parce qu'elle avait une éducation qui était plus là-dedans de méfiance. Donc, elle était imprégnée par l'éducation parentale. Toi, quel a été ton plus grand déclic, justement, Christian, dans ta carrière? Qu'est-ce que tu as vraiment changé et qui était lourd au début et dont tu t'es libéré, par exemple? Si tu veux, je pense qu'il y a quand même il y a eu plusieurs déclics, mais un premier déclic, c'était de prendre conscience que j'étais acteur de ma vie. Tu sais, souvent, on vit sa vie un peu en mode robot, sans trop savoir, on subit des choses, on vit sans avoir l'impression que c'est moi qui ai la télécommande en main, en quelque sorte, tu vois. C'est comme si, voilà, il y avait d'autres qui pressaient les boutons, puis je changeais de chaîne, enfin, en fonction de ce que je vivais. Donc ça, c'est déjà un déclic important. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a une incidence dans ce que je vais vivre en fonction de ce que je fais, ce que je mets en place ou pas. Donc ça, c'était un déclic qui était très, très important. Et puis, un autre déclic pour moi qui est important, c'est d'avoir compris que derrière, je dirais, quand j'ai des jugements sur les personnes et tout, que ce soit de mon entourage, que ce soit des clients, que ce soit des gens que je connais ou simplement des gens que je ne connais pas, des politiciens et autres, ça parle de moi aussi. Et que c'est aussi des parts de moi qui s'expriment et quelque part, c'est ce que j'appelle l'effet miroir, ce qu'on a beaucoup développé dans mon deuxième livre, Enfin libre d'être soi-même.
sous l'effet miroir, comment effectivement les autres nous font miroir sur des parties de nous et que si on écoute, si on s'écoute là, on peut voir qu'il y a un cadeau caché d'aller voir une partie que j'ai encore rejetée, que je n'ai pas accueillie. Donc tout à coup, ça veut dire que oui, je continue encore de juger les personnes, mais je vois juste que, tu vois, c'est le fameux quand on tend pointe vers l'autre, en fait, si vous essayez, vous tendez l'index, vous verrez que les 3 doigts sur la droite de l'index qui sont tournés vers vous. En fait, ça montre à quel point on est en train de parler de soi avant tout. Ça, c'était un autre déclic. Et peut-être un dernier déclic aussi, c'est que j'ai vraiment vu quelque part que s'autoriser à plus d'abondance, ça partait d'un choix intérieur. C'est-à-dire, alors moi je parle en termes peut-être je mets des guillemets sur le mot succès si on veut professionnel, mais je me souviens qu'un jour, je me suis dit, mais de moi à moi, je l'ai dit à personne, je me dis, Christian, tu es prêt à viser plus grand, tu es prêt à toucher plus de monde, parce que intérieurement, je me sentais suffisamment solide pour devenir plus visible, donc mieux faire face à la critique. Parce que plus tu es visible, plus potentiellement tu as des critiques aussi qui sont négatives. Bien sûr, toujours des critiques positives, mais aussi des critiques négatives. Et beaucoup de personnes ont tellement peur de ça qu'ils préfèrent ne pas trop se montrer. Et là, je me suis vraiment dit, OK, je me sens seulement solide intérieurement, tu peux ouvrir plus grand. Et je l'ai dit à personne, mais simplement dans les 6 à 12 mois qu'on suivi, il y a eu des trucs dingues pour moi. Enfin, j'ai écrit un livre avec Lilou Massé qui m'a fait venir, qui m'a donné beaucoup de visibilité. La télévision suisse m'a fait venir également pour une émission. J'ai un ami, Martin Latulippe, qui m'a fait venir également pour une conférence devant 1000 personnes. Je n'avais jamais fait une conférence devant plus de 200 personnes à l'époque. Enfin, tout ça est arrivé dans les mois qu'on suivi, mais parce qu'il y a eu un oui à l'intérieur de moi, si tu veux. Et en fait, souvent, les personnes, elles aimeraient quelque chose à l'extérieur, mais intérieurement, ce n'est pas ouvert à ça. Donc, c'est, je ne sais plus l'expression, je sais plus, c'est l'abondance, je ne sais pas quoi, ne peut pas venir sur des mains fermées, je ne sais plus, c'est pas exactement comme ça, mais c'est quelque chose de cet ordre-là, tu vois, vraiment. Donc ça, c'était pour moi un autre déclic. Et ça fait lien avec ce que tu disais au début sur l'estime de toi. C'est parce que tu as soigné l'estime de toi que tu as pu t'ouvrir aussi à plus d'abondance. Absolument. C'est-à-dire que l'estime de soi, pour moi, c'est vraiment notre construction intérieure, nos fondations intérieures. Ouais, d'ailleurs, tu parles de consolidation intérieure dans un de tes ouvrages. Oui, c'est ça, tu vois, parce que quelque part, j'aime bien utiliser l'image de la maison qu'on va construire, c'est un peu comme notre vie. Et puis, on sait tous que si on veut une maison qui soit grande, qui soit haute, plus la maison est grande et imposante, plus les fondations doivent être solides. Et en même temps, quand je dis ça, il y a quand même des personnes, je vois, qui parfois construisent des projets importants avec une estime d'eux-mêmes qui est plutôt faible. Simplement, ils sont plus dans une forme de revanche sur la vie, de vouloir prouver quelque chose, donc quelque chose qui est très basé sur l'ego plutôt que sur la contribution, vraiment, je veux dire, de cœur, tu vois. Et ces personnes-là peuvent avoir beaucoup de succès, mais j'en connais, j'en vois des fois dans mes ateliers, mais avec un stress permanent. Un stress permanent, que ça ne dure pas, que c'est si. Donc, quelque part, ils n'arrivent comme pas pleinement à apprécier et qui se sentent effectivement, parfois, ils n'ont pas toujours une super estime d'eux-mêmes. Donc, c'est pour ça que je dirais, leur construction est un immeuble un peu branlant où je dirais, voilà, un gros coup de vent pourrait, même s'il paraît grand, pourrait quand même faire qu'ils se détruisent. Alors, tu en as parlé un petit peu là, tout au long de l'échange. Le don et la réception, pourquoi c'est finalement les deux volets d'une même facette qu'est l'abondance? Pourquoi les deux marchent ensemble? Alors, parce que si tu veux, en fait, il y a toujours, dans notre société, ça fonctionne par polarité. C'est-à-dire que, tu vois, le chaud n'existe pas sans le froid, le bien n'existe pas sans le mal, le généreux n'existe pas sans le radin. Donc, c'est toujours par comparaison que ça fonctionne. Et c'est toujours par polarité. Il peut y avoir un acheteur seulement s'il y a un vendeur. Prendre cet exemple-là, tu vois. Donc, c'est la même chose. Il peut y avoir un donneur seulement s'il y a un receveur. Alors, parfois, on peut être nous-mêmes les deux, par le donneur et le receveur, quand on dit c'est de nous à nous que ça se passe. Mais c'est pour ça que, quelque part, il y a toujours l'un et l'autre. Et si tu veux, je vois tellement de personnes, moi, les gens que j'accompagne beaucoup sont des personnes qui sont très fortes pour donner, et parfois aussi avec un syndrome du sauveur aussi, pour une partie, et ont beaucoup plus de difficultés à recevoir. Puis on dit, oui, mais c'est normal de donner. Je dis, oui, d'accord, mais si tout le monde est comme toi, donne et n'est pas prêt à recevoir, à qui on va donner? À un moment donné, on n'aura plus personne à qui donner. Tu vois. Donc, pour que cette belle énergie du don circule, ça demande qu'on ait et ouvert le canal du donner et ouvert le canal du recevoir, que les deux canaux soient bien débouchés, soient bien ouverts. S'il n'y en a qu'un, ça ne va pas fonctionner.
C'est un peu, du coup, cette idée de prospérité circulaire, que l'abondance collective, elle naît de la circulation des idées, des ressources, des pensées, que ça bénéficie finalement à tout le monde. Tout à fait, absolument. Pour moi, c'est vraiment ça l'idée. C'est quelque chose de. Quand je suis dans l'abondance, je n'empêche à personne d'y être d'ailleurs. Et mon abondance peut profiter à d'autres aussi. Ça, c'est important de se dire, quand je prends, je n'enlève rien aux autres. Alors, dans la majorité des cas, bien sûr, mais Non, mais juste même le mot prendre, tu vois, je sais pas à quoi tu fais allusion, que tu dis déjà prendre. oui, c'est vrai. Parce que déjà prendre, il y a déjà une idée, tu vois. Des fois, Ouais. les gens disent, ah non, mais j'ai de la peine à me faire payer parce que c'est difficile pour moi de prendre l'argent des clients. Je dis, ah bon, tu vas leur piquer l'argent dans le porte-monnaie, tu leur prends l'argent dans le porte-monnaie. Moi, il n'y a jamais personne qui m'a pris de l'argent. J'ai toujours choisi de donner de l'argent en contrepartie de quelque chose. Mais juste imaginer prendre, déjà dans l'énergie, tu vois, il y a quelque chose, forcément qu'il y a de la gêne. Mais je dis non, tu n'arrives juste pas à voir que tu as une personne qui prend du plaisir à te payer quelque chose parce qu'elle reçoit quelque chose en retour. C'est l'équilibre donner et recevoir. Alors, puisque tu parles justement d'argent, parlons un peu plus précisément de ce sujet. Pourquoi justement notre relation à l'argent, elle est souvent quand même chargée d'émotions, de jugements et de tabous? Oui. Alors, bah déjà, le dernier thème, tu disais, le mot tabou, il est important. Le fait que quelque chose soit tabou signifie qu'on n'en parle pas. Et en fait, le problème, c'est que moins on parle de quelque chose, plus ça prend de place. Parce qu'on n'en parle pas. Parce qu'on n'en fait pas un thème d'échange. Il y a un sujet encore plus tabou que l'argent, c'est la mort. Et je trouve ce thème fascinant parce que c'est quand même fascinant d'imaginer qu'on sait tous qu'on va mourir et on n'en parle pas, on parle comme si ça n'existe pas, tu vois, on n'en parle pas comme si ça n'existait pas. Et pourtant, Dieu sait si la peur de la mort, elle est très très présente chez beaucoup beaucoup de personnes, dans la majorité des êtres humains, et que ça influence beaucoup leur vie. Donc tu vois, si on en faisait un thème aussi, qu'on allait se libérer de ça, en tout cas en partie, ça changerait déjà notre vie. Et donc simplement pour dire que moins on en parle, plus ça prend de la place. Donc ça, c'est la première chose. Et puis après, je dirais que il y a toutes sortes d'histoires familiales, mais beaucoup en lien avec des peurs aussi, beaucoup, qui sont en lien avec l'argent et quelque part qui vont influencer ce qu'on va recevoir, je dirais, ce qu'on va recevoir, je dirais, de manière visible et invisible de la part de nos parents, mais également de l'histoire familiale dans laquelle quand on est également, dès la naissance, on porte l'histoire de notre généalogie, même si on n'est pas conscient. Donc, il y a tout ça qui va nous influencer. Mais simplement, aujourd'hui, le fait qu'on ait donné tellement de pouvoir à l'argent, et j'insiste, beaucoup trop de pouvoir à l'argent, fait que l'argent devient un sujet de stress pour tellement, tellement de personnes, parce qu'il y a une croyance inconsciente pour la majorité des personnes qui a une histoire de vie ou de mort qui se joue avec les questions d'argent. Donc, si on pense réellement que c'est une question de vie ou de mort, d'avoir de l'argent ou pas d'argent, c'est normal que ça génère du stress. Et pourtant, ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est qu'on pourrait supprimer l'argent demain, on ne va pas mourir. C'est pas, tu vois, c'est pas si on supprime la nourriture, si on supprime l'air, là, on est mal barré. Mais simplement, on a le même, ce même relation, ce même regard sur l'argent, l'histoire de vie ou de mort, de là l'expression, il faut gagner sa vie pour ne pas la perdre, parce que perdre sa vie, ça veut dire mourir dans notre langage. Oui, c'est intéressant, effectivement, ce parallèle. Et puis, il y a l'image qu'on donne à l'argent, qu'elle soit positive ou négative. Et souvent, on parle mal de l'argent. Et souvent, on critique les gens qui ont de l'argent, d'ailleurs. Alors ça, c'est différent, c'est deux choses différentes. C'est-à-dire que, et là, c'est le génie de Peter Koenig, c'est qu'il a mis en image le fait que inconsciemment, pratiquement tout le monde projette quelque chose sur l'argent. On projette quelque chose sur l'argent qui est soit positif, soit négatif. Hein, là, sur positif, typiquement, l'argent, c'est la sécurité, l'argent, c'est la liberté, l'autonomie, le bonheur, le confort, le pouvoir, je ne sais quoi. Le pouvoir, c'est positif pour certains, c'est négatif pour d'autres. Puis d'autres vont dire l'argent, c'est ça, l'argent, c'est source de conflit, l'argent, c'est l'injustice, l'argent, c'est la cause des problèmes dans le monde. Donc, tu vois, ce même objet symbolique qui s'appelle argent, on peut y projeter et des choses négatives, des choses positives. Alors, comme tu l'as dit, effectivement, si on projette des choses négatives sur l'argent, c'est sûr qu'on n'est pas ami avec l'argent, donc on va difficilement attirer de l'argent à soi. Parce que personne n'a envie d'attirer à soi des choses qu'on considère comme négatives. Personne. Ça, c'est inconscient et c'est normal et naturel. Donc, ce sont des personnes qui ont plutôt retrouvé dans les galères financières, ou des situations avec des coups durs et autres. Et puis, effectivement, donc, ce qui ne sera pas le même comportement que ceux qui ont une perception positive de l'argent, qui veulent plus d'argent parce qu'ils veulent effectivement plus de quelque chose qui est de liberté, de sécurité. Mais ça c'est un piège. Mais c'est comme l'idée est quand même là derrière. Donc,
ce que je veux dire par là, c'est que ça, c'est juste ce que nous projetons sur l'argent qui va influencer nos comportements avec l'argent. Et après, par rapport aux riches, il y a deux choses. Il y a la notion de jalousie, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui, au fond, c'est plus facile de critiquer quelqu'un que de dire ah ben j'aimerais tellement avoir la même chose, j'aurais tellement été capable de pouvoir avoir le même succès, etc., etc., qui fait que, encore une fois, critiquer est plus facile que reconnaître humblement que je n'y suis pas arrivé et que j'aimerais avoir ça aussi. Ben, ça demande parce que ça vient souvent réveiller quelque chose de douloureux et souvent on est bon pour essayer de mettre la douleur ou la souffrance à l'extérieur et surtout de mal accepter les frustrations que ça peut nous faire vivre. Donc ça, c'est une chose qui fait qu'on peut critiquer les riches. Mais après, il y a aussi quand même une connotation, et en France encore plus qu'ailleurs, je trouve, sur les riches qui est, très souvent, j'entends des personnes qui ont entendu, soit verbalement ou que c'était sous-entendu, que les riches sont des gens malhonnêtes, des gens douteux, des gens qui gagnent leur argent sous le dos des autres. Enfin, dès le moment où tu as de l'argent, forcément, ça doit cacher un truc de mal. Et ça, si tu veux, c'est quand même très français. Il y a quand même la Révolution française à une époque. Hein, on a quand même coupé la tête de ceux qui en avaient plus que les autres. Donc, il y a ce truc-là qui explique d'ailleurs qu'en France, j'entends souvent l'expression « vivons heureux, vivons cachés », que je n'entends pas ailleurs. D'ailleurs, les Français ne donnent jamais leur salaire. Ça peut être ça aussi, exactement. Mais simplement, toi, le « vivons heureux, vivons cachés », ça veut dire qu'il ne faut surtout pas que ça sache et montrer que tu as une certaine abondance financière ou matérielle. Ou le nombre de personnes qui me disaient, mais enfant, quand on allait faire des vacances au Club Med ou ailleurs, on devait surtout le dire à personne, tu vois, dans la cour de récré. Donc, tu vois, cette sorte de secret qui est là autour, donc qui renforce encore ces trucs que l'histoire d'argent, c'est dangereux, tu vois. Donc, voilà, et donc il y a cette jalousie, et puis effectivement, le fait que les riches sont vus comme un peu, sont mal vus. Surtout quand on réussit dans du business, c'est forcément qu'on a dû rouler les gens et tout. Tu vois, il y a ce côté très binaire aussi en France, les riches, les pauvres, le bien, le mal, les cols bleus, les cols blancs, les syndicats ouvriers, syndicats patronales. Coluche avait tout compris, il avait cette magnifique phrase, il disait en France, c'est bien connu, les pauvres sont les gentils, les riches sont les méchants. Et il rajoutait, et bien sûr, tout le monde veut devenir méchant. Donc c'était vraiment le truc, c'est que c'est pas bien d'avoir de l'argent, mais au fond de moi, j'ai envie d'avoir de l'argent, mais même si c'est pas bien, j'ai envie. Donc une sorte de culpabilité quelque part assez judéo-chrétienne aussi. Ouais, la notion de culpabilité, effectivement, elle est forte. Et alors du coup, comment on peut guérir sa relation à l'argent? Parce qu'effectivement, ce que tu nous dis, c'est qu'en fait, l'argent, c'est juste un moyen, objectif. Et nous, on y met de l'émotion, on y met des finalités, là où c'est juste un moyen. Comment on guérit cette relation à l'argent et comment on prend un peu de recul, justement, par rapport à soit son histoire familiale, soit sa société? Alors, comme tu le dis, déjà, la première chose, c'est de prendre du recul. Donc, déjà d'en faire un thème, puisque c'est un non-thème pour la plupart des personnes. Donc, déjà d'en faire un thème. Souvent, tu sais, quand je dis que je suis spécialiste de la relation à l'argent, les gens me regardent bizarrement. Ils comprennent tous les mots, mais ils ne savent pas ce que ça veut dire. Tu vois. Ensemble. Je suis obligé de mettre de la chair autour de l'os pour leur expliquer des comportements, parler de comportements, des pensées compulsives, de la peur de manquer, de ci, de ça, pour que les gens commencent à dire « Ah ouais, d'accord ». Donc, ça montre à quel point c'est tellement un non-thème. Donc, c'est de choisir d'en faire un thème. Et déjà, ça commence par prendre du recul et de l'observation. C'est-à-dire que plus j'arrive à m'observer dans mes comportements, mais dans mes pensées, dans mes croyances, dans mes peurs, dans mes freins, ce que je n'ose pas faire ou ce que je fais que je regrette après, des choses comme ça, plus je vais commencer déjà un peu à mieux me comprendre, à mieux observer. Tu vois, moi, j'ai eu peur de manquer pendant des dizaines d'années sans être conscient du tout, j'ai peur de manquer. Donc, encore une fois, mes comportements étaient basés et partaient de la peur sans conscience de ma part. Donc, quelque part, ça avait une incidence de moi à moi, mais pour ma famille également, dans mes comportements avec la famille par rapport à l'argent. Donc, je n'avais pas conscience de ça, si tu veux. Donc, simplement pour dire qu'on doit déjà commencer par s'observer. Après, j'avais dire, je pense que c'est compliqué de pouvoir en sortir tout seul sans avoir au moins lu un livre qui explique ça, minimum, ou éventuellement se faire accompagner et autres. Donc voilà, parce qu'on est un peu pris au dépourvu, tu vois. Moi, j'utilise des processus que Peter Koenig a créés. Après, j'utilise des processus de constellation systémique familiale, parce que je suis formé à ça également, et d'autres choses. Enfin, j'ai fait ma propre recette de cuisine aujourd'hui, mes recettes de cuisine, je dirais, pour pouvoir justement faire ce travail de transformation. Mais in fine, pour moi, une des meilleures raisons de travailler son rapport à l'argent, déjà, c'est que notre rapport à l'argent influence beaucoup plus notre vie que nous l'imaginons.
déjà la première chose, donc c'est important de le voir et de voir justement à quel point il y a beaucoup de personnes qui sont emprisonnées dans une activité qui leur convient plus, mais que les peurs de ne pas avoir d'argent, de ne pas générer d'argent fait qu'on reste dans un endroit où on souffre. Et également qu'il y a ceux qui osent le métier de cœur, mais pour qui c'est compliqué de valoriser, de gagner de l'argent et qui galèrent quand même. Donc je dirais, dommage et pour les uns et pour les autres. Et deuxième chose, je voulais dire, c'est qu'au fond, moi j'ai vu qu'il n'y avait pas de meilleur chemin possible pour pacifier sa relation à l'argent que d'apprendre à mieux et plus s'aimer. Il n'y a pas d'autre chemin possible. Plus j'ai d'amour pour moi, meilleure sera ma relation à l'argent. Et si tu veux, parce que je prends juste un exemple, si j'ai de l'amour pour moi, j'ai un amour inconditionnel, je crois qu'à peu près personne n'y arrive, en tout cas moi pas, mais en tout cas essayer de tendre vers cela, eh ben, il n'y a aucune raison d'avoir des croyances limitantes, de m'auto-limiter si j'ai de l'amour pour moi. J'ai énormément d'amour pour mes enfants, je ne vais pas les limiter en leur disant non, non, on n'est pas de succès, fais pas ci, ne vise pas trop. Mais non, je ne vais pas faire ça, je vais les encourager. Donc, si tu veux, il n'y a aucune raison de se limiter, de s'empêcher de se déployer, d'offrir le cadeau de la vie que nous sommes au monde à partir de là. Donc, c'est pour ça que dès le moment où j'ai vu avec le temps que c'était un chemin d'amour de soi à travers l'accueil de toutes ces parts et de se libérer des limitations, de la généalogie et tout, de ces freins et tout ça, j'ai pu voir surtout qu'avoir une meilleure relation à l'argent, ça avait un impact qui allait tellement, tellement au-delà des questions d'argent, ça allait vraiment au niveau de la relation à moi, de la relation aux autres, de la relation à la vie, etc. Et que ça avait une influence juste incroyable de plein de points de vue. Super intéressant, effectivement, de repartir de soi pour se juger méritant. Et donc, l'argent devient juste un moyen qui vient servir mon estime, ma confiance pour une vie meilleure, quoi. Alors oui, je dirais, mais encore une fois, la vie sera meilleure, pas spécialement parce que j'ai plus d'argent, mais parce que j'appréhende la vie autrement. Hmm. Tu vois, j'ai des personnes dans un suite d'ateliers, de formation sur Internet qui me disent, mais je gagne pas plus qu'avant. Alors par exemple, si je suis fonctionnaire, maintenant je ne gagnerai pas plus qu'avant, mais je suis tellement plus relax, tellement plus serein maintenant par rapport aux questions d'argent que ça fait une différence énorme dans ma vie, tu vois. C'est pas juste, et certains, à la limite, ils vont dire, ben, enfin, j'ose dépenser mon argent, j'ose me faire plaisir, là où avant, je le gardais frileusement, et ça change ma vie, je peux aussi faire des cadeaux aux autres et tout, que je m'empêchais de faire. Donc, tu vois, être mieux, c'est pas forcément avoir plus d'argent, ça peut être aussi en avoir moins, mais ça peut être s'autoriser à se faire des plaisirs, ça peut être l'utiliser autrement, mais ça peut être aussi peut-être savoir en gagner plus aussi, si tu veux. C'est-à-dire aussi accompagner plus de personnes ou avoir plus de succès dans son métier et contribuer encore un peu plus parce qu'on a envie. Parce que quand on a un métier de cœur, qu'on aime contribuer, ce qu'on a tous envie, c'est de contribuer le plus possible voilà, avec ce qui est possible de faire. Il y a un autre sujet qui est intéressant que je voulais qu'on creuse un petit peu ensemble, Christian. Tu connais sûrement cette théorie des cercles d'influence et de préoccupation de Stephen Covey, qui est cet auteur américain qui a beaucoup aussi écrit sur le sujet de l'abondance. Et il dit il faut mettre plutôt son énergie sur ce sur quoi on a une influence, donc en l'occurrence le choix, le temps, les habitudes par exemple, plutôt que ce sur quoi on n'a pas la main et qui en fait nous mettent dans une énergie de manque, le climat, la sécurité, tout ce qui est en fait anxiogène. Du coup, ma question, c'est dans quelle mesure, justement, on peut mettre son énergie au bon endroit pour créer une forme d'abondance? Oui. Oui, ça me paraît extrêmement important, effectivement, parce que si tu veux, quand on met son énergie sur là où on n'a pas d'influence, bah, c'est de l'énergie qui est dilapidée. Alors, soit effectivement, je peux faire quelque chose, tu vois, voilà, il y a des guerres à gauche, à droite, il y a plein de situations où on a plein de raisons d'être potentiellement révolté, de trouver qu'il y a des choses tellement injustes, profondément injustes, et je peux vraiment entendre ça. Alors, peut-être que notre zone d'influence, ça limitera peut-être à faire une pétition, ou à aller à une manifestation une fois, ou peut-être à écrire une lettre à un ministre. Mais ça restera limité. À moi tout seul, je ne vais pas amener de changement. Par contre, vraiment là où on a une grosse incidence, et ça fait tellement de différence dans notre vie, c'est nos états intérieurs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vois, si je vois que je me laisse emporter par une nouvelle ou par quelque chose, à un moment donné, je dis, OK, là, Christian, on va juste prendre le temps de respirer un petit coup. Et puis, oui, tu peux avoir de l'empathie, tu peux avoir de la compassion pour ce qui se passe, et vraiment, tu peux prendre ce temps-là, tu peux envoyer de l'amour, mais à un moment donné, tu ne pourras pas faire plus que ça pour l'instant. Mais toi, déjà, juste de reprendre en main mon état intérieur, c'est déjà être sur mon cercle d'influence à moi. Et, et si tu veux, ben, ce qui va faire une différence dans notre vie, qui fait qu'on en est là aujourd'hui, c'est effectivement les choix qu'on fait pour soi, plutôt que de se perdre, parce qu'on peut se perdre et ça m'arrive parfois, parce que je suis aussi passionné par ce qui se passe dans le monde. Je trouve que c'est une période
pas facile, mais en même temps fascinante qu'on vit actuellement à plein de points de vue. Et je peux aussi des fois me perdre, aller chercher plein d'informations et tout à un moment donné, et qui fait que je me dis, OK, là, reviens un peu à ton centre, reviens chez toi, plutôt que dans la tête, à l'extérieur. C'est aussi important de savoir revenir en soi, tu vois, dans sa maison, mais dans sa maison symboliquement, notre maison à nous, elle est tellement précieuse, elle est vraiment à l'image des escargots que je ramasse de mon jardin potager et que je vais gentiment reposer ailleurs. Voilà, cette maison intérieure, des protections. Là, on doit en être capable d'y revenir parce qu'à cet endroit-là, on retrouve du calme. On n'est plus influencé par le brouhaha extérieur. Et je crois vraiment que plus on est capable de revenir en soi, de revenir à cet endroit en soi où c'est beaucoup plus calme, plus on peut faire face à toutes sortes de choses dans la vie, y compris des choses potentiellement plus compliquées, et ne pas se laisser emporter émotionnellement par ce qui se passe à l'extérieur, par les titres des médias, etc., qui, eux, génèrent de la peur, génèrent du manque à fond, ça c'est leur job. Donc on n'est pas obligé d'entrer dans ce jeu-là. Donc oui, je rejoins pleinement ce qu'il dit là, c'est plein de bon sens. Et donc c'est aussi choisir consciemment ce qu'on consomme quelque part. Complètement, eh ben, complètement. C'est-à-dire que déjà, on choisit pour différentes choses. On peut choisir déjà pour soi en termes de produits ou en termes de santé, si on pense à la nourriture, par exemple, déjà, mais on peut également le choisir aussi en fonction de quel genre de société j'ai envie de contribuer. C'est-à-dire que moi, j'aime bien aller chez les petits commerçants parce que si j'ai envie qu'ils existent, qu'ils continuent d'exister, il y a un seul choix possible, c'est d'aller consommer chez eux. C'est pas d'aller dans la grande surface, pas après se plaindre que ma foi, le petit commerçant, il a fermé sa porte. C'est incohérent au possible, tu vois. Mm. Et ça veut dire que parfois, ça veut aussi dire être prêt à payer un peu plus cher pour qu'il existe. Enfin, ou un peu plus cher, ou un prix un peu plus élevé, en l'occurrence, parce que c'est forcément cher, mais un prix plus élevé. Mais, alors, c'est sûr que si on a les moyens, c'est plus facile de le faire que si on a un peu de moyens, mais chacun à sa manière peut faire son petit pas ou son pas plus ou moins grand pour, encore une fois, qu'on construise la société dans laquelle on a envie. Et c'est vraiment, encore une fois, par de l'action et ça demande de la vigilance, de la conscience. Oui, il y a des grands groupes dans lesquels j'ai pas envie que mon argent circule chez eux parce que je serais en train de les encourager à continuer de la sorte et je n'ai pas envie de les encourager à continuer de la sorte. Alors qu'à l'inverse, je peux encourager d'autres à continuer de la sorte parce qu'ils ont des valeurs qui ressemblent plus à les miennes et ce qu'ils ont envie de construire, ça correspond à ce que j'ai envie moi aussi. Donc ce sont ces choix conscients qu'on peut essayer de mettre, effectivement. Ça demande un petit peu de temps, mais ça vaut la peine. Toi, Christian, quels sont tes petits rituels au quotidien, si tu en as, pour cultiver l'abondance, que tu pourrais nous partager dans Epion? Alors, je ne sais pas si mes rituels, ils sont là pour cultiver l'abondance, mais je dirais pour cultiver, pour moi, mes rituels qui sont de l'ordre de prendre soin de moi, bon, c'est déjà une forme d'abondance, mais en tout cas, ça amène déjà pour moi, tu vois, chaque fois que je prends soin de moi, je suis en train de me montrer que j'ai de la valeur puisque je prends soin de moi. Tu vois, c'est de la même manière que si j'ai un objet que j'aime, si j'en prends pas soin, ben, très vite, il va être gâté, puis voilà. Alors que si j'en prends soin, il va durer plus longtemps. Et donc, c'est la même chose vis-à-vis de moi-même. Donc, si tu veux que je fasse du stretching le matin, que je prenne un mode méditation, que je fasse un petit temps aussi d'introspection, de voir mes états intérieurs, de voir s'il y a quelque chose à bouger, à changer pour être dans la meilleure énergie possible, dans l'accueil de ce qui est aussi, d'avoir quelques pages de lecture inspirantes également, des choses comme ça. Ce sont des manières de prendre soin de moi et, si tu veux, qui auront une incidence sur en tout cas une partie du début de ma journée, à tous les cas, mais aussi qui montre aussi que je me donne de l'importance parce que, et tu vois, et vraiment le paradoxe, je trouve, et c'est important d'avoir ça en tête, c'est que prendre soin de soi, c'est et égoïste et c'est très altruiste. C'est les deux en même temps. Égoïste parce que je le fais d'abord pour moi et altruiste parce que si j'ai le sourire, je suis bien dans mes baskets, je vais apporter une contribution, une énergie beaucoup plus agréable au monde que si je suis encore une fois dans le manque ou dans une énergie pourrie, quoi. C'est très vrai. Moi, je partage beaucoup ce point de vue. Je pense qu'effectivement, ça bénéficie vraiment au collectif de d'abord investir sur soi et sur son bien-être. Et à contrario, est-ce que tu aurais un petit conseil, un conseil à donner à une personne qui aurait un petit coup de mou en ce moment, qui se sentirait un peu dans le manque? Qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller? Alors, ouais, peut-être déjà, il y a deux choses. La première chose, c'est de savoir s'entourer de personnes qui sont plutôt positives. Parce que parfois, dans notre entourage, on a des personnes qui sont plutôt négatives. Et c'est important de voir que, tu vois, chaque fois que je passe du temps avec ces personnes négatives, enfin, à état d'esprit négatif, c'est pas les personnes en elles-mêmes, à l'état d'esprit négatif, et encore une fois, il n'y a pas de jugement sur les personnes, hein, c'est leur souffrance à elles qui se manifeste ainsi. Mais simplement, je ne me fais pas du bien. Donc, si je ne me fais pas du bien, c'est encore pas un acte d'amour envers moi.
Alors, parfois, ces personnes, ce sont des proches. C'est difficile, effectivement, de ne pas aller, mais on peut choisir peut-être aussi de passer un peu moins de temps avec des personnes où tu vois, vraiment, le truc, c'est vraiment de voir est-ce que quand je fais cette activité, quand je suis avec cette personne et que je ressors avec plus d'énergie ou moins d'énergie. Chaque fois que je ressors avec moins d'énergie, c'est un signe. Et moi, tu vois, quand je fais un entretien avec toi comme ça, je sais que je ressors avec plus d'énergie à la fin. Quand je fais 2 jours d'atelier, je suis boosté comme je ne sais pas quoi après 2 jours d'atelier. Il n'y a pas de fatigue parce que c'est extrêmement énergétisant de faire ce qu'on aime. Donc déjà, d'être conscient de ce qui nous fait du bien et de ce qui nous fait moins du bien et comment je peux changer un petit peu le curseur pour consacrer un petit peu plus de temps, même si c'est peu de choses, c'est déjà ça, à des choses qui me font du bien et enlever un petit peu de choses qui me feront du moins bien. Donc ça, c'est vraiment ce que je conseillerais, d'être vigilant, attentif à ça, de commencer à mettre en place. Et ça, vraiment, j'insiste, on commence par des petits pas, puis après on rajoutera des petits pas. La pire chose, c'est de vouloir faire trop de choses tout de suite. Ça, c'est le meilleur moyen pour que ça cesse rapidement. Mais commencer un pas. Tu vois, aujourd'hui, je fais 10 000 pas par jour parce que je sais que ça me fait du bien. C'est aussi prendre soin de moi, c'est me donner de la valeur. Je sais que ça m'aide à digérer, ça m'aide à avoir les idées claires. C'est bon pour mon corps, etc., mon système digestif, etc. Donc, mais j'ai commencé par 6 000, je marchais déjà avant, puis après à 6 500, après 7 000, puis chaque fois, 2-3 semaines que j'arrivais tous les jours, je suis monté. Si j'ai commencé à 10 000 tout de suite, je n'y serais jamais arrivé. Donc, soyez modeste, commencez par des petits pas. Une fois que c'est assimilé, vous ajoutez un petit pas et un au-dessus. Ça, c'est vraiment prouvé que c'est comme ça qu'on prend des bonnes habitudes. C'est pas en commençant avec des trucs trop ambitieux. Ça, il y a vraiment très peu de gens qui sont capables de ça. Merci pour ces conseils inspirants, Christian. Est-ce que pour finir, tu aurais des ressources de lecture ou autres que tu souhaiterais nous partager? Alors toi, tu as écrit déjà plusieurs livres. Oui, j'ai écrit plusieurs livres. Après, c'est toujours difficile après chacun de trouver que ce soit des personnes sur YouTube. Enfin, moi, j'ai beaucoup écouté les podcasts Métamorphose aussi pendant longtemps aussi. Pour que j'écoutais les interviews de Lou Massé. Voilà, maintenant, j'écoute un peu moins, mais c'est pas grave. C'est juste qu'il y a des périodes, on est plus attiré par des personnes, par des énergies, puis après à d'autres. Et voilà, donc c'est à chacun de trouver aussi, de sentir, de rechercher. Mais au fond, j'ai vraiment envie de dire aussi, les ressources, j'aimerais bien qu'on apprenne déjà à les trouver en nous, aussi déjà encore une fois, un peu plus encore en nous, et aussi qu'on s'entoure aussi d'êtres humains parce que on est comme dans un monde, on est très très vite sur des écrans, sur des choses. Enfin oui, on a quand même des contacts, mais moi j'ai trouvé que rien ne remplace le fait d'être face à face avec quelqu'un physiquement. Il y aura toujours un petit plus, qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas passer plein de moments formidables. Et Dieu sait si je fais beaucoup de choses par YouTube, par Zoom, par d'autres choses aussi à distance. Mais simplement de ne pas oublier de se voir en physique et de prendre du bon temps, voilà, entre êtres humains. Super, moi je retiens trouver les ressources en soi pour finir cet échange. Merci infiniment Christian pour cet échange très riche, très abondant. C'était vraiment un plaisir de t'écouter. Merci encore une fois pour notre invitation. Merci. Où est-ce qu'on te retrouve Christian ? Oui, alors mon site internet, www.cjunoconseil.com. J'ai une chaîne YouTube avec une série de vidéos. Sur mon site internet, il y a aussi des paquets de podcasts de YouTube et tout, il y a beaucoup de choses. Et puis voilà, sur les réseaux, LinkedIn, Instagram et Facebook. On remettra tout ça dans la description du podcast. Merci beaucoup Christian et je te souhaite une très belle journée. Merci, plein de bonnes choses à toi aussi. Si vous avez aimé cette conversation, je vous invite à noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme d'écoute préférée et à vous abonner pour rester informé des prochains épisodes. Vous pouvez également suivre notre actualité sur le compte Instagram Epion Podcast. Je vous dis à très vite pour de nouveaux échanges inspirants.